Mon fils ne me rendait jamais visite. Cet après-midi-là, il est apparu et m'a demandé de préparer du thé. J'ai vu, reflété dans la vitre du placard, quand il a laissé tomber un somnifère dans la tasse. Je n'ai rien dit. J'ai souri. « Bois tout, maman », a-t-il insisté. Je suis allée aux toilettes pour le jeter. Quand je suis revenue, je me suis assise dans le fauteuil, j'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a complètement paralysée. Bonjour à tous, je m'appelle Henriette Perrin. J'ai 70 ans et j'habite seule à Marseille depuis 3 ans maintenant. Avant de commencer cette histoire, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces récits avec vous. Merci de tout cœur. Je vis dans une maison qui autrefois résonnait de rires et de discussions animées. Aujourd'hui, seul le silence y habite. Mon mari, Gaston, est mort il y a 3 ans. Un cancer foudroyant qui ne lui a laissé aucune chance. 6 mois entre le diagnostic et l'enterrement. 6 mois pendant lesquels j'ai vu l'homme de ma vie s'éteindre lentement, comme une bougie qu'on oublie allumée dans une pièce vide. Nous avions construit cette vie ensemble. 47 ans de mariage. 2 enfants. Une maison payée. Des économies mises de côté. Tout ce qu'on appelle une vie réussie. Mais après sa mort, tout s'est effondré. Pas financièrement. Non. J'avais encore de quoi vivre confortablement. C'est l'autre chose qui s'est effondrée. Le lien. La famille. L'illusion que j'avais comptée pour mes enfants. J'ai 2 enfants. 2 univers complètement différents. Ma fille, Juliette, vit au Japon. Elle est partie il y a 12 ans pour enseigner le français à Osaka. Elle a rencontré quelqu'un là-bas, s'est mariée, a refait sa vie. Mais elle ne m'a jamais oubliée. Tous les jours, sans exception, elle m'appelle. Parfois c'est le matin pour elle, parfois tard dans la nuit. Elle se réveille juste pour me dire bonjour. « Maman, comment tu vas? Tu as bien dormi? Tu as mangé quelque chose ?» Elle m'envoie des photos de sa vie, des cerisiers en fleurs, des temples, son chat. Elle me raconte tout. Même quand elle a des problèmes, elle me les confie. Je suis sa mère, mais je suis aussi son amie. La distance n'a jamais été un obstacle entre nous. Au contraire, elle a renforcé notre lien. Mon fils, Damien, c'est une autre histoire. Il habite à 20 minutes de chez moi. 20 minutes. Le temps d'un trajet en tramway. Mais pour lui, c'est comme si j'habitais sur une autre planète. Il ne vient jamais. Il n'appelle presque jamais. Quand il le fait, c'est toujours rapide, froid, mécanique. « Ça va, maman ?» Il ne pose la question que par politesse. Il n'attend pas la réponse. Il raccroche avant même que je puisse lui dire que non, ça ne va pas, que je suis seule, que les journées sont longues, que parfois je reste assise dans mon fauteuil près de la fenêtre pendant des heures, juste à regarder la rue, en espérant voir quelqu'un, n'importe qui, mais surtout lui. Je ne sais pas quand ça a commencé, cette distance, cet abandon, peut-être après la mort de son père, peut-être avant. Il est venu à l'enterrement, il est resté 2 heures, il a serré quelques mains, il m'a embrassé sur le front. Courage, maman. Et il est parti. Depuis ce jour, je l'ai vu peut-être 5 fois en 3 ans. 5 fois. Et à chaque fois, c'était parce qu'il avait besoin de quelque chose. Une signature sur un document. De l'argent pour un projet qui n'a jamais abouti. Une clé de la cave parce qu'il voulait récupérer de vieilles affaires. Jamais pour moi. Jamais juste pour prendre des nouvelles. Jamais juste pour boire un café et me tenir compagnie. Je me suis habituée à cette solitude. Ou du moins, j'ai essayé. Les journées se ressemblent toutes. Je me lève, je prépare mon café, je regarde les informations à la télévision sans vraiment les écouter. Je fais quelques tâches ménagères, je prépare mon déjeuner. Souvent, je ne finis même pas mon assiette. À quoi bon cuisiner pour une seule personne? L'après-midi, je m'assois dans mon fauteuil près de la fenêtre. C'est devenu mon refuge. De là, je vois la rue, les gens qui passent, les enfants qui rentrent de l'école, les voisins qui promènent leurs chiens. La vie continue autour de moi. Mais moi, je suis figée. Ce jour-là, c'était un mardi de décembre. Le ciel de Marseille était gris,
lourd. Il pleuvait depuis le matin, une pluie fine et froide qui s'infiltrait partout. J'étais dans la cuisine, en train de préparer mon thé, quand la sonnette a retenti. J'ai sursauté. Personne ne sonne jamais chez moi. J'ai posé la bouilloire. Mon cœur battait un peu plus vite. J'ai traversé le couloir et j'ai ouvert la porte. C'était lui, Damien, trempé, les cheveux collés au front, un sourire gêné sur le visage. « Bonjour, maman ». Sa voix était douce, trop douce, comme s'il essayait de compenser 3 ans d'absence en quelques mots. Je suis resté figé quelques secondes, la main encore sur la poignée de la porte. Mon cerveau essayait de comprendre ce qui se passait. Damien, ici, devant ma porte, sans prévenir, sans raison apparente. Mon cœur a fait un bond étrange, un mélange de joie et de méfiance. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras. L'autre partie me criait de me méfier. Mais le cœur d'une mère est têtu. Il refuse d'écouter la raison. « Entre, tu vas attraper froid », ai-je dit en m'effaçant pour le laisser passer. Il est entré en secouant son manteau mouillé. Des gouttes d'eau sont tombées sur le parquet que j'avais nettoyé le matin même. Il a regardé autour de lui, comme s'il découvrait les lieux pour la première fois. Pourtant, c'était sa maison d'enfance. Les mêmes murs, les mêmes meubles, les mêmes photos accrochées dans le couloir. Mais il les regardait comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a plus sa place ici. « Tu veux que je te prépare quelque chose? Un thé? Un café ?» Ma voix tremblait légèrement. J'espérais qu'il ne le remarque pas. Il a hésité, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Un thé? Ce serait bien ?» J'ai souri. Un vrai sourire, celui qu'une mère a quand son enfant revient à la maison, même après des mois d'absence, même après des années de silence. « Assieds-toi, je m'en occupe. » Mais il a levé la main pour m'arrêter. « Non, maman, laisse-moi faire. Tu en fais déjà tellement. Repose-toi. Je vais nous préparer le thé. » Ces mots étaient gentils, attentionnés, exactement ce que j'avais attendu d'entendre pendant 3 ans. Mais quelque chose clochait, quelque chose dans son ton, dans la manière dont il évitait mon regard. J'aurais dû me méfier à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais tellement envie d'y croire. Envie de croire qu'il avait changé, qu'il s'était rendu compte, qu'il était là pour moi, vraiment, pas pour me demander quelque chose, pas pour régler une affaire administrative, juste pour être avec moi. « D'accord, si tu insistes », ai-je répondu doucement. Je me suis dirigé vers le salon. Mon salon. Celui où j'avais passé des milliers d'heures seule depuis la mort de Gaston. Je me suis assise dans mon fauteuil habituel, celui près de la fenêtre. De là, je pouvais voir la rue. Mais aujourd'hui, je ne regardais pas dehors. J'observais la porte de la cuisine. J'entendais Damien bouger, le bruit de la bouilloire qu'on remplit, les placards qu'on ouvre, le tintement des tasses. Il prenait son temps, beaucoup plus de temps qu'il n'en faut pour préparer un simple thé. J'ai essayé de ne pas y penser, de me détendre, de profiter du simple fait qu'il soit là. Mais mon corps refusait de se détendre. Mes épaules étaient tendues, mes mains serrées sur les accoudoirs du fauteuil. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Mais mon cœur voulait ignorer cet instinct. Mon cœur voulait croire en mon fils. Puis, quelque chose a attiré mon attention. Un mouvement dans le miroir. Il y a un grand miroir ancien dans mon salon. Un miroir avec un cadre doré qu'on avait acheté dans une brocante à Aix-en-Provence il y a 20 ans. Gaston adorait ce miroir. Il disait qu'il donnait du caractère à la pièce. Le miroir est placé de telle manière qu'on peut voir une partie de la cuisine. Je n'y faisais jamais attention. Mais ce jour-là, mon regard s'est posé dessus. Et j'ai vu Damien. Il était debout devant le plan de travail, dos à moi. Il avait une tasse dans une main. Dans l'autre, quelque chose de petit. Quelque chose qu'il tenait entre ses doigts. Je plissai les yeux pour mieux voir. C'était un comprimé, blanc, rond. Il l'a tenu quelques secondes, comme s'il hésitait. Puis, d'un geste rapide et précis, il l'a laissé tomber dans la tasse. Ma tasse. La bleue. Celle que Gaston m'avait offerte pour notre 10e anniversaire de mariage. Mon sang s'est glacé. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. Puis il a recommencé, mais beaucoup plus vite. Trop vite.
Je sentais le pouls battre dans mes tempes, dans ma gorge. Mon propre fils venait de mettre quelque chose dans mon thé. Un somnifère. Ça ne pouvait être que ça. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Mon cerveau cherchait désespérément une explication innocente. Peut-être qu'il pensait que j'avais besoin de me reposer, peut-être qu'il voulait juste m'aider à dormir. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Il a remué le thé avec une cuillère, lentement, méthodiquement, pour être sûr que le comprimé se dissolve complètement. Puis, il a jeté la cuillère dans l'évier. Il a pris les 2 tasses et s'est retourné. J'ai détourné le regard rapidement. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais vu. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Mais je suis restée immobile, le visage neutre, comme si je n'avais rien remarqué. Il est entré dans le salon avec un sourire que je ne reconnaissais pas. « Voilà, maman, ton thé préféré, Earl Grey. » Il m'a tendu la tasse, la bleue, ma tasse, celle dans laquelle il venait de verser du poison. Pas un poison mortel peut-être, mais un poison quand même, quelque chose pour m'endormir, pour me rendre inconsciente, pour faire de moi une cible facile. J'ai pris la tasse, mes mains tremblèrent légèrement. J'espérais qu'il ne le remarque pas. « Merci, mon chéri. » Ma voix était étonnamment calme, presque normale, comme si mon corps avait décidé de jouer le jeu pendant que mon esprit hurlait. Il s'est assis en face de moi avec sa propre tasse. Il buvait tranquillement, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas essayé de me droguer quelques minutes auparavant. « Alors, maman, comment tu vas ?» Sa question était fausse. Je le sentais. Il ne voulait pas vraiment savoir. Il attendait juste. Attendait que je boive, que le somnifère fasse effet, que je m'endorme, pour pouvoir faire ce qu'il était venu faire ici. Ça va. Tu sais, la routine. J'ai porté la tasse à mes lèvres. J'ai senti la chaleur de la vapeur sur mon visage, l'odeur familière du thé Earl Grey. Mais maintenant, cette odeur était souillée, empoisonnée par ce que mon fils y avait mis. J'ai fait semblant de boire. J'ai incliné légèrement la tasse. J'ai fait un petit bruit avec ma bouche, comme si j'avalais. Mais mes lèvres sont restées fermées. Pas une goutte n'est entrée dans ma bouche. Et toi? Qu'est-ce qui t'amène? J'ai reposé la tasse sur mes genoux, la tenant à 2 mains comme si j'avais froid. Il a haussé les épaules, un geste désinvolte, trop désinvolte. J'avais envie de te voir, ça fait longtemps. Longtemps, 5 mois qu'il n'avait pas donné signe de vie, pas un appel, pas un message, rien. Et soudain, un mardi pluvieux de décembre, il avait envie de me voir, le jour où il décide de me droguer. C'est gentil d'être passé. Je continuais de jouer mon rôle, la mère heureuse, la mère naïve, celle qui ne voit rien, qui ne comprend rien. « Bois ton thé, maman, ça va refroidir. » Il insistait. Ses yeux fixés sur la tasse. Pas sur moi, sur la tasse. Il attendait, il surveillait. Il voulait être sûr que je boive. J'ai porté de nouveau la tasse à mes lèvres. J'ai fait semblant de prendre une grande gorgée cette fois. Il est vraiment bon. Merci, mon chéri. Un sourire est apparu sur son visage. Un sourire de soulagement. Il pensait que j'avais bu, que le piège avait fonctionné, que dans quelques minutes, je serais endormie, inconsciente. À sa merci. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, lui qui me regardait, moi qui faisais semblant de boire mon thé par petites gorgées. Le tic-tac de l'horloge dans le couloir résonnait comme un métronome. Chaque seconde semblait durer une éternité. « Tu sais, maman, tu devrais vraiment te reposer plus. Tu as l'air fatiguée. » J'ai levé les yeux vers lui. Il me regardait avec une fausse inquiétude. Une inquiétude calculée. Oui, tu as peut-être raison. Je ne dors pas très bien ces derniers temps. C'était vrai, je ne dormais pas bien, mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Je ne dormais pas parce que j'étais seule, parce que la maison était trop grande, trop vide, parce que chaque nuit, je me réveillais en pensant à Gaston, à mes enfants, à cette vie qui m'avait échappé. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner et à laisser un like. Ça m'aide vraiment. Merci. Oui, je crois que je vais faire une petite sieste après le thé. J'ai posé la tasse sur la table basse, presque vide en apparence, mais en réalité, encore pleine.
Bonne idée, maman. Repose-toi bien. Il semblait satisfait. Son plan fonctionnait. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Je vais juste aux toilettes d'abord. Je me suis levé lentement, en prenant soin de paraître un peu étourdi, comme si le somnifère commençait à faire effet. « Tu veux que je t'aide ? » ? « Non, non, ça va, j'y vais. » J'ai pris la tasse avec moi. « Laisse, maman, je vais ranger après. » Il a tendu la main vers la tasse, mais je l'ai gardée. « Non, j'y vais de toute façon, autant la mettre dans l'évier. » Je suis sorti du salon d'un pas que j'espérais assez stable. Pas trop stable pour qu'il se doute de quelque chose, mais assez stable pour que je puisse marcher sans trembler. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains étaient moites. Mais je devais rester calme. Je devais continuer à jouer ce rôle. Dans les toilettes, j'ai fermé la porte à clé. J'ai versé tout le thé dans les toilettes. Le liquide brun a tourbillonné avant de disparaître. J'ai tiré la chasse, puis j'ai rincé la tasse rapidement sous le robinet. Je me suis regardé dans le miroir au-dessus du lavabo. Mon visage était pâle. Mes yeux étaient grands ouverts, remplis de peur, mais aussi de détermination. Je devais savoir, je devais comprendre ce qu'il voulait, pourquoi il faisait ça. Qu'est-ce qui pouvait pousser un fils à droguer sa propre mère? J'ai respiré profondément plusieurs fois. J'ai essayé de calmer mon cœur qui cognait contre ma poitrine. J'ai essayé de rassembler mes pensées. Mon plan était simple. Retourner dans le salon, m'allonger dans mon fauteuil, fermer les yeux, faire semblant de dormir et attendre. Attendre de voir ce qu'il allait faire, ce qu'il était vraiment venu chercher ici. J'ai ouvert la porte et je suis revenu dans le salon. Damien était toujours assis au même endroit. Il regardait son téléphone. Quand je suis entré, il a levé les yeux. « Ça va, maman ?»« Oui, oui, je me sens juste un peu fatigué. » J'ai bâillé exagérément. « Je vais m'allonger un peu. » Je me suis dirigé vers mon fauteuil, mon refuge. Je m'y suis installé lentement. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé ma tête tomber légèrement sur le côté. J'ai laissé mes mains reposer mollement sur les accoudoirs. Et j'ai commencé à respirer profondément, lentement, régulièrement, comme quelqu'un qui sombre dans le sommeil. Le silence s'est installé dans la pièce. Un silence épais, pesant. J'entendais le bruit de ma propre respiration que je m'efforçais de garder lente et régulière. J'entendais aussi le tic-tac de l'horloge et la pluie qui continuait de tomber dehors. Mais surtout, j'écoutais Damien. J'attendais qu'il bouge, qu'il fasse quelque chose, qu'il révèle ses véritables intentions. Au début, rien. Il restait assis, immobile, probablement en train de m'observer, de vérifier si je dormais vraiment. Puis, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai entendu un mouvement, léger, prudent. Il se levait, ses pas se rapprochèrent de moi. J'ai senti sa présence tout près, si près que je pouvais sentir son odeur, une odeur de pluie et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, comme la peur, ou peut-être était-ce ma propre peur que je sentais. « Maman ?» il a chuchoté. Sa voix était douce, presque tendre, mais fausse, complètement fausse. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé les yeux fermés, la respiration profonde. Il a attendu quelques secondes. « Maman ?» Un peu plus fort cette fois. Toujours rien de ma part. J'étais une actrice maintenant. Une actrice jouant le rôle de sa vie. Le rôle d'une femme endormie. D'une femme inconsciente. D'une femme vulnérable. Il s'est éloigné. J'ai entendu ses pas traverser le salon, puis le couloir. Il se dirigeait vers ma chambre. Mon cœur s'est serré. Ma chambre. L'endroit le plus intime de la maison. L'endroit où je gardais mes souvenirs, mes papiers personnels, tout ce qui comptait pour moi. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? J'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir, puis le bruit caractéristique d'un tiroir qu'on ouvre. Il fouillait dans ma commode, celle où je rangeais mes documents importants, mes factures, mes relevés bancaires, mon testament. Le bruit a continué, un tiroir après l'autre. Il cherchait quelque chose de précis, quelque chose qu'il n'arrivait pas à trouver. Je l'entendais ouvrir, fermer, déplacer des objets. Il n'était pas discret. Il n'avait plus besoin de l'être. Il pensait que j'étais profondément endormie, que je ne pouvais rien entendre, rien voir, rien faire. J'étais à sa merci.
Du moins, c'est ce qu'il croyait. Puis le silence. Un silence qui a duré plusieurs minutes. Qu'est-ce qu'il faisait? J'avais envie d'ouvrir les yeux, de me lever, d'aller voir. Mais je ne pouvais pas. Je devais rester immobile. Je devais continuer à jouer mon rôle. Alors je suis restée là, dans mon fauteuil, les yeux fermés, en train d'écouter les bruits de ma maison, les bruits de mon fils en train de la fouiller, de violer mon intimité, de trahir ma confiance. Il est revenu dans le salon. Ses pas étaient différents maintenant, plus rapides, plus assurés. Il s'est approché de moi. J'ai senti quelque chose près de mon visage, quelque chose de froid. Mon téléphone. Il essayait de déverrouiller mon téléphone en utilisant la reconnaissance faciale. J'ai senti l'appareil tout près de mes yeux fermés, la lumière de l'écran à travers mes paupières. Mais ça n'a pas fonctionné. J'avais changé les paramètres il y a quelques mois. Sur les conseils de Juliette, elle m'avait appelé un soir. « Maman, tu devrais vraiment sécuriser ton téléphone, change les paramètres. Ajoute un code, on ne sait jamais. » J'avais ri à l'époque. Qui voudrait accéder à mon téléphone? Je ne suis qu'une vieille femme. Mais elle avait insisté. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Alors je l'avais fait, pour elle, sans savoir que ce geste me sauverait peut-être aujourd'hui. Damien a juré à voix basse. Putain, il a essayé encore. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais rien. Le téléphone restait verrouillé. Il a reposé l'appareil sur la table avec un peu trop de force. Le bruit m'a fait sursauter intérieurement. Mais extérieurement, je n'ai pas bougé, pas un muscle. Je continuais de respirer lentement, profondément, comme quelqu'un de profondément endormi. Il a pris ma main gauche, celle avec laquelle je déverrouille habituellement mon téléphone. Il a soulevé mon bras, sans douceur, sans précaution, comme si je n'étais qu'un objet, une poupée de chiffon. Il a pressé mon pouce contre l'écran du téléphone. 1 fois. Le téléphone a vibré. Échec. 2 fois. Encore un échec. 3 fois. Toujours rien. J'avais aussi changé ce paramètre. Maintenant, il fallait un code. Un code à 6 chiffres que seule Juliette connaissait. Il a lâché ma main brutalement. Mon bras est retombé lourdement sur la coudoir. J'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas réagir à la douleur, pour ne pas ouvrir les yeux, pour ne pas lui crier dessus, pour ne pas lui demander pourquoi. Pourquoi il me faisait ça? Pourquoi il me traitait comme ça? Mais je devais savoir. Je devais aller jusqu'au bout. Je devais comprendre ce qu'il cherchait vraiment. Il s'est éloigné de nouveau. Cette fois, il est allé vers l'entrée, vers mon sac. Mon sac à main était posé sur la petite console près de la porte. J'ai entendu la fermeture éclair qu'on ouvre, le bruit des objets qu'on déplace, mon porte-monnaie, mes clés, mes papiers d'identité, mes cartes. Il fouillait tout, sans ménagement, sans respect. Je sentais les larmes monter. Mais je les ai retenues. Je ne pouvais pas pleurer, pas maintenant. Je devais rester forte. Puis un bruit que je n'avais pas anticipé, une voix, pas celle de Damien, une voix qui venait de son téléphone. Il avait passé un appel. « C'est bon, elle dort. » Il parlait à voix basse, presque en chuchotant, mais dans le silence de la maison, j'entendais chaque mot, chaque syllabe. Mais je n'arrive pas à débloquer son téléphone. Les paramètres ont changé. Un silence. Quelqu'un lui répondait de l'autre côté. Je ne pouvais pas entendre ce que la personne disait à l'autre bout du fil, mais je pouvais sentir l'urgence dans le ton de Damien, l'irritation aussi. Oui, je sais, je cherche. Il doit bien y avoir quelque chose. Un autre silence, plus long cette fois. Le notaire? Oui, mais je n'ai pas l'adresse exacte. Elle garde tout sous clé maintenant. Il y avait de la frustration dans sa voix, une frustration mal contenue, comme quelqu'un qui réalise que son plan ne se déroule pas comme prévu. Les codes bancaires? Non, je n'ai rien trouvé. Elle a dû tout changer. Il marchait maintenant. Je l'entendais faire les 100 pas dans le salon. Ses pas résonnaient sur le parquet. Écoute, je te rappelle. Je vais continuer à chercher. Il a raccroché. Le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même silence. C'était un silence chargé de colère, de frustration, de quelque chose de plus sombre encore. Il est revenu vers moi.
Je l'ai senti s'accroupir à côté de mon fauteuil. « Pourquoi tu as tout changé, maman ?» Il parlait tout seul. Sa voix était basse, presque un murmure. « Pourquoi tu as tout sécurisé? Tu te méfiais de moi. » Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Quelque chose entre la colère et le désespoir. Comme s'il réalisait que j'avais peut-être toujours su, que j'avais peut-être toujours senti que quelque chose n'allait pas. Il s'est relevé. Il a continué à fouiller. Cette fois dans le buffet du salon. Celui où je rangeais des papiers moins importants. Des vieilles lettres, des photos, des souvenirs. J'entendais les tiroirs s'ouvrir et se fermer avec violence. Il ne prenait plus de précautions. Il était frustré, en colère, peut-être même paniqué. Son plan échouait, et il ne savait pas quoi faire. Puis mon téléphone a vibré. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quelqu'un m'appelait. Damien s'est précipité vers l'appareil. J'ai entendu le bruit du téléphone qu'on saisit. Un silence. Il regardait l'écran. Juliette. Il a prononcé le prénom de ma fille comme un juron. Il a hésité. Le téléphone continuait de vibrer, d'insister. Ma fille, ma Juliette. Celle qui n'oubliait jamais. Celle qui appelait tous les jours, même de l'autre bout du monde. Il a fini par décrocher. Allô? Sa voix était différente, plus douce, plus contrôlée. Il jouait un rôle maintenant, lui aussi. Oui, c'est Damien. Un silence. Je pouvais imaginer Juliette de l'autre côté. Surprise, inquiète peut-être. Maman dort. Elle était fatiguée, alors je suis passé lui faire un thé et elle s'est endormie. Il mentait avec une facilité déconcertante, comme s'il avait répété ses mots, comme s'il avait prévu cette situation. Mais Juliette n'était pas dupe. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je connaissais ma fille. Je savais qu'elle posait des questions, qu'elle se méfiait. Non, tout va bien. Pourquoi tu demandes ça? Un autre silence, plus long. Une notification bancaire. Quel genre de notification? Sa voix avait changé. Elle était devenue plus tendue, plus nerveuse. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Une notification bancaire. Juliette avait reçu une alerte. Bien sûr, j'avais tout configuré il y a quelques mois, encore sur ses conseils. Toute tentative d'accès à mes comptes bancaires envoyait automatiquement une alerte à Juliette, une double sécurité, au cas où quelque chose m'arriverait, au cas où quelqu'un essaierait de profiter de moi. Je n'aurais jamais imaginé que ce quelqu'un serait mon propre fils. Je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai touché à rien. Il continuait de mentir, mais sa voix tremblait maintenant. Écoute, maman dort. Je vais la laisser se reposer et je rentre chez moi. Je lui dirai que tu as appelé. Il voulait raccrocher, fuir la conversation. Mais Juliette ne le laissait pas faire. Quoi? Non, je ne peux pas la réveiller. Elle a besoin de repos. Le ton de Juliette devait monter. Je pouvais l'imaginer, ferme, déterminée, protectrice. D'accord, je vais voir si elle se réveille. Il s'est approché de moi. Maman, Juliette au téléphone. Il a secoué doucement mon épaule, comme s'il essayait vraiment de me réveiller. Mais je ne bougeais pas. Je continuais de respirer profondément, de faire semblant de dormir profondément. Tu vois? Elle dort vraiment. Je te dis que tout va bien. Mais Juliette ne lâchait pas. Je la connaissais. Elle était comme moi, têtue, protectrice, intuitive. Quoi? La police? Mais tu es folle? Pourquoi tu appellerais la police? Il commençait à paniquer. Je l'entendais dans sa voix. Non, attends, ne fais pas ça, attends. Il s'est éloigné de moi. Il parlait maintenant à voix plus basse, mais je pouvais encore l'entendre. Écoute, Juliette, tu ne comprends pas. J'ai des dettes, des grosses dettes, des gens dangereux. Ils me menacent. J'ai besoin d'aide. Il avouait. Sous la pression de sa sœur, il craquait. Il racontait la vérité, ou du moins une partie de la vérité. Non, je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste accéder à ses comptes pour emprunter un peu d'argent. Je l'aurais remboursé, je te jure. Ses mots se bousculèrent maintenant. Il essayait de se justifier, de minimiser ce qu'il avait fait. Mais comment minimiser le fait d'avoir drogué sa propre mère? Comment justifier une telle trahison?
Je sais que c'est mal. Je sais. Mais j'étais désespérée. Tu ne peux pas comprendre. Tu es loin. Tu as ta vie. Tu ne sais pas ce que c'est de... Sa voix s'est brisée. Il pleurait peut-être. Ou faisait semblant. Je ne savais plus. Je ne connaissais plus cet homme qui était mon fils, cet homme que j'avais porté, élevé, aimé. S'il te plaît, ne dis rien à maman. Elle ne doit jamais savoir. Il suppliait maintenant. Je vais partir, je vais tout laisser tel quel. Personne ne saura rien. S'il te plaît, Juliette. Un long silence. Puis, il a murmuré quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Il a raccroché. Le téléphone a fait un bruit sourd en tombant sur la table. Il est resté immobile pendant un long moment. Je l'entendais respirer, fort, irrégulièrement, comme quelqu'un qui essaie de se contrôler, de ne pas craquer complètement. Puis il a bougé. Ses pas se sont dirigés vers la porte d'entrée. Il prenait son manteau. Il partait. C'était fini, ou du moins je le pensais. Mais il ne partait pas. Il restait là, dans l'entrée, immobile. J'entendais sa respiration, lourde, hésitante, comme quelqu'un qui est déchiré entre deux décisions, entre fuir et rester, entre abandonner et continuer. Le silence s'est étiré. 1 minute, 2 minutes, peut-être plus. Le temps avait perdu tout son sens. J'étais toujours dans mon fauteuil, les yeux fermés, le corps immobile. Mais mon esprit était en alerte maximale. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi ne partait-il pas? Puis j'ai entendu ses pas revenir vers le salon. Mon cœur s'est arrêté. Il ne partait pas. Il revenait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait encore? Il s'est approché de moi, si près que je pouvais sentir sa présence, sentir la chaleur de son corps, l'odeur de sa peur mélangée à la mienne. Je suis désolée, maman. Sa voix était basse, brisée. Je suis vraiment désolée. Mais il ne partait toujours pas. Il s'est accroupi à côté de mon fauteuil. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. J'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, ma dignité. J'ai des dettes partout, des gens qui me menacent, des gens qui veulent me faire du mal. Il parlait comme s'il se confessait, comme s'il pensait que je ne pouvais pas l'entendre, que j'étais vraiment endormie, vraiment inconsciente. Papa avait de l'argent, je le sais. Il en parlait tout le temps, ses investissements, ses économies, tout ce qu'il avait mis de côté pour vous, pour ta retraite. Je pensais que tu en aurais assez, plus qu'assez, que tu ne remarquerais même pas si j'en prenais un peu. Sa voix tremblait. Mais tu as tout verrouillé, tu as tout changé, comme si tu savais, comme si tu te méfiais de moi. Il avait raison, je me méfiais. Pas consciemment peut-être, mais quelque chose en moi savait. Quelque chose en moi sentait que mon fils n'était plus celui que j'avais connu, qu'il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de désespéré, quelqu'un de dangereux. Je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste emprunter. Je t'aurais tout rendu, un jour, quand j'aurais remis ma vie en ordre. Ces paroles étaient pathétiques, des justifications creuses, des mensonges qu'il se racontait à lui-même pour se sentir moins coupable, pour se convaincre qu'il n'était pas un monstre, qu'il était juste quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui n'avait pas le choix. Mais il avait le choix. Il avait toujours eu le choix. Il aurait pu venir me voir, me parler, me demander de l'aide. J'aurais peut-être pu faire quelque chose. Peut-être pas résoudre tous ses problèmes, mais au moins l'écouter, le soutenir, être là pour lui. Mais il ne m'avait rien demandé. Il avait juste décidé de me droguer, de profiter de ma vulnérabilité, de mon amour pour lui, de ma confiance. Tu aurais dû être là, maman. Sa voix avait changé. Il y avait de la colère maintenant, de l'amertume. Quand papa est mort, tu aurais dû être là pour moi aussi, mais tu étais tellement occupée à pleurer, à te lamenter. Tu ne m'as même pas demandé comment j'allais. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, même si je savais qu'ils étaient faux, même si je savais qu'il essayait de retourner la situation, de faire de moi la coupable. J'avais été là, j'avais essayé de lui parler, de le consoler. Mais c'était lui qui s'était éloigné, lui qui avait disparu après l'enterrement, lui qui ne répondait pas à mes appels, lui qui me fuyait. Et Juliette, toujours parfaite Juliette, même à l'autre bout du monde, elle trouve le moyen d'être ta préférée,
de t'appeler tous les jours, de te montrer qu'elle est meilleure que moi, qu'elle est la bonne fille, celle qui compte vraiment. Il crachait du venin maintenant. Sa jalousie éclatait au grand jour. Une jalousie ancienne, profonde, qui avait probablement toujours été là, mais que je n'avais jamais vue, ou que je n'avais pas voulu voir. Je ne suis pas ton fils préféré. Je ne l'ai jamais été. Papa t'aimait. Juliette t'aime. Mais moi, je n'étais que le fils raté, celui qui n'a jamais été à la hauteur, celui qui décevait tout le monde. Il pleurait maintenant, vraiment. Je pouvais entendre les sanglots dans sa voix. Et maintenant, je ne suis même plus ça. Je ne suis plus rien. Juste un raté qui essaie de voler sa propre mère. Le silence est retombé. Un silence lourd, chargé de tous les non-dits, de toutes les blessures, de toutes les incompréhensions. Je voulais ouvrir les yeux. Je voulais lui dire que je l'aimais, que je l'avais toujours aimé, que Juliette n'était pas ma préférée, qu'il n'y avait pas de préférée, qu'un cœur de mère est assez grand pour aimer tous ses enfants également, mais différemment, parce qu'ils sont différents. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Parce que s'il savait que j'avais tout entendu, que j'avais tout vu, que je savais tout, qu'est-ce qu'il ferait? Partirait-il simplement? Ou ferait-il quelque chose de pire? Quelque chose qu'il regretterait pour toujours? Je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors je suis restée immobile, les yeux fermés, en train de jouer ce rôle jusqu'au bout. Il s'est relevé lentement. Au revoir, maman. Je ne reviendrai probablement plus. C'est mieux comme ça. Pour toi. Pour moi. Pour tout le monde. Ses pas se sont éloignés, cette fois pour de bon. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, le bruit de la pluie qui entrait dans la maison. Puis la porte s'est refermée, le déclic de la serrure, le silence. Il était parti. J'ai attendu, longtemps, pour être sûre qu'il ne reviendrait pas, que ce n'était pas un piège. Puis, lentement, j'ai ouvert les yeux. La pièce était exactement comme avant. Mais tout avait changé. Tout était différent. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Mon corps entier tremblait. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé dehors. La pluie tombait toujours. Les rues étaient vides, grises, tristes. Je suis allée jusqu'à la porte d'entrée. J'ai vérifié qu'elle était bien fermée. Puis j'ai mis la chaîne de sécurité. Quelque chose que je ne faisais jamais. Mais aujourd'hui, j'en avais besoin. J'avais besoin de me sentir en sécurité, protégée, même si je savais que cette chaîne ne me protégerait pas vraiment. Pas de la douleur, pas de la trahison, pas du fait que mon propre fils avait essayé de me faire du mal. Je suis revenue dans le salon. Je me suis effondrée dans mon fauteuil, et pour la première fois depuis des heures, j'ai pleuré. J'ai pleuré longtemps. Des larmes silencieuses qui coulaient sans s'arrêter. Des larmes pour tout ce qui venait de se passer. Pour tout ce que j'avais découvert. Pour le fils que j'avais perdu. Pas aujourd'hui. Non, je l'avais perdu il y a longtemps, peut-être même avant la mort de Gaston. Mais aujourd'hui, j'en avais pris conscience. Aujourd'hui, je ne pouvais plus faire semblant, plus me mentir. Mon fils n'était plus celui que j'avais connu. Il était devenu un étranger prêt à me faire du mal pour de l'argent. Quand les larmes se sont finalement taries, j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient encore. J'ai composé le numéro de Juliette. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle attendait mon appel, comme si elle savait. « Maman? Maman, tu vas bien? Dis-moi que tu vas bien. » Sa voix était paniquée, pleine d'inquiétude, pleine d'amour. « Je vais bien, ma chérie, je vais bien. » « Tu dormais vraiment? Ou tu faisais semblant? » Elle me connaissait, elle savait. J'ai hésité. Puis j'ai décidé de dire la vérité. Je faisais semblant. J'ai tout vu, tout entendu. Un silence. « Oh maman, je suis tellement désolée, tellement désolée. » Elle pleurait maintenant, de l'autre côté du monde. Ma petite fille pleurait pour moi, pour son frère, pour cette famille qui se désintégrait. Il a essayé de me droguer, il a mis quelque chose dans mon thé, un somnifère probablement. Les mots sortaient difficilement. Dire la vérité à voix haute la rendait plus réelle, plus douloureuse. Je sais, maman, quand j'ai reçu l'alerte bancaire, j'ai tout de suite compris. J'ai appelé immédiatement.
Je savais que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours été là, toujours vigilante, toujours protectrice, même de l'autre bout du monde. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» j'ai demandé, parce que je ne savais pas. Je ne savais plus quoi faire. Comment gérer cette situation? Comment gérer mon propre fils? On protège tes biens, on sécurise tout, et on prend des décisions difficiles. Sa voix était ferme maintenant, déterminée. Elle avait arrêté de pleurer, elle était passée en mode solution, en mode protection. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a guidée, m'a dit quoi faire, appeler la banque, changer tous mes codes, alerter le notaire, modifier mon testament, mettre en place des protections supplémentaires. « Et Damien ?» j'ai demandé. Ma voix était petite, fragile. « Que fait-on pour Damien ?» Un silence, long, pesant. « Je ne sais pas, maman, je ne sais vraiment pas. » Mais moi, je savais. Au fond de moi, je savais ce que je devais faire, pour me protéger, pour protéger ce que Gaston et moi avions construit ensemble, pour être sûr que notre héritage n'irait pas à quelqu'un qui m'avait trahi. Je vais changer mon testament. Je vais tout te laisser à toi. Damien n'aura rien. Les mots étaient durs, définitifs, mais nécessaires. Maman, tu es sûre? C'est ton fils. Peut-être qu'il peut changer, peut-être qu'avec de l'aide. Juliette essayait d'être juste, d'être équitable, même après ce qu'il avait fait, même après ce qu'il avait essayé de faire. Non, ma chérie, certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent pas être effacées. Ce qu'il a fait aujourd'hui, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Nous avons raccroché avec la promesse de nous reparler le lendemain. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé autour de moi. Cette maison. Cette grande maison qui m'avait semblé si vide ces dernières années. Maintenant, elle me semblait encore plus vide, mais aussi dangereuse. Comme si elle ne m'appartenait plus vraiment. Comme si Damien pouvait revenir à tout moment. Comme si je n'étais plus en sécurité nulle part. Les jours suivants ont été étranges. J'ai fait tout ce que Juliette m'avait dit de faire. J'ai appelé ma banque. La conseillère a été très compréhensive quand je lui ai expliqué la situation, sans entrer dans les détails, sans dire que c'était mon propre fils. J'ai juste dit qu'il y avait eu une tentative d'accès non autorisée, que je voulais tout sécuriser. Elle a tout bloqué, tout changé. Maintenant, pour accéder à quoi que ce soit, il fallait une double validation. Une validation qui passait par Juliette. J'ai aussi appelé mon notaire, Maître Durand, un vieil homme qui connaissait notre famille depuis des années, qui avait rédigé le testament de Gaston, et le mien. « Madame Perrin, vous êtes sûre de cette décision ?» Il était surpris, choqué même. « Damien est votre fils, déshériter complètement un enfant. C'est une décision grave, très grave. Je sais, maître, mais c'est ce que je veux, ce que je dois faire. » Il a accepté, avec réticence. Mais il a accepté. Nous avons pris rendez-vous pour la semaine suivante, pour rédiger un nouveau testament. Un testament où tout irait à Juliette. La maison, les économies, les investissements, tout. Damien ne recevrait rien, absolument rien, sauf une lettre. Une dernière lettre que je lui écrirais. Une lettre où je lui expliquerais pourquoi. Où je lui dirais que je lui pardonnais. Parce que je lui pardonnais. Mais que je ne pouvais pas oublier, ni faire confiance. Les nuits étaient les pires. J'avais du mal à dormir. Chaque bruit me faisait sursauter. J'avais peur qu'il revienne, qu'il essaie encore, qu'il soit plus désespéré, plus dangereux. J'avais installé la chaîne de sécurité, vérifié toutes les fenêtres. Mais ça ne suffisait pas. La peur était là, constante, oppressante. Elle me suivait partout, même dans mes rêves. Une semaine après l'incident, j'ai reçu un message. De Damien. Un simple message. « Je suis désolée, maman. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonne pas non plus. Je ne reviendrai plus. Prends soin de toi. » C'était tout. Pas d'explication. Pas de justification. Juste des excuses qui arrivaient trop tard, qui ne changeaient rien. Je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire? Que je lui pardonnais. C'était vrai. Je lui pardonnais. Parce qu'un cœur de mère ne sait pas faire autrement.
mais que je ne pouvais plus lui faire confiance, que je ne voulais plus le voir, que pour moi, il était devenu un étranger. À quoi bon dire tout ça? À quoi bon faire plus de mal? Alors, je n'ai rien dit. J'ai juste gardé le message, comme une preuve, comme un témoignage de ce qui s'était passé. Le jour du rendez-vous chez le notaire est arrivé. J'ai pris le tramway, le même tramway que Damien aurait pu prendre pour venir me voir, pour passer du temps avec moi, pour être mon fils. Mais il ne l'avait jamais pris. Sauf ce jour-là, ce jour où il était venu pour me voler. Le cabinet de Maître Durand se trouvait dans le vieux quartier de Marseille, un immeuble ancien avec des murs en pierre et des escaliers qui grinçaient. J'y étais venu plusieurs fois avec Gaston, pour rédiger notre testament, pour organiser nos affaires, pour planifier notre avenir. Mais aujourd'hui, j'y venais seul, pour défaire ce que nous avions construit ensemble, pour exclure notre fils de notre héritage. Gaston aurait-il été d'accord? Je ne sais pas. Probablement pas. Il aimait Damien, il croyait toujours en lui, même quand tout le monde abandonnait. Maître Durand m'a reçu dans son bureau, une pièce remplie de livres, de dossiers, d'histoires de famille, de vie. « Madame Perrin, asseyez-vous. » Il était gentil, paternel. Il savait que ce n'était pas facile pour moi. « Vous avez réfléchi? Vous êtes toujours sûr de votre décision? » J'ai hoché la tête. « Oui, je suis sûr. » Ma voix était calme, posée, même si mon cœur se brisait un peu plus à chaque mot. Nous avons passé 2 heures ensemble, à rédiger le Nouveau Testament, à tout détailler, à m'assurer que tout serait clair, que personne ne pourrait contester, que Damien ne pourrait rien réclamer. Il pourrait contester, vous savez, en justice, dire que vous étiez sous influence, que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens. Maître Durand me prévenait, me préparait. Laissez-le essayer, j'ai des preuves, j'ai l'alerte bancaire, j'ai le témoignage de Juliette. J'ai le message où il s'excuse. Le notaire a hoché la tête. Très bien. Dans ce cas, nous allons tout documenter, pour être sûr. Il a tapé sur son ordinateur. Les mots apparaissaient sur l'écran. Des mots froids, juridiques, qui transformèrent ma douleur en clause légale, qui transformèrent ma trahison en article de testament. Et pour la lettre, vous voulez l'inclure dans le testament ou la garder à part? À part. Je veux qu'il la reçoive après ma mort, pas avant. Maître Durand a acquiescé. Je la garderai ici, dans un coffre. Elle lui sera remise le moment venu. Le moment venu. Ma mort. Un jour que je ne pouvais pas prévoir. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 20 ans. Mais ce jour-là, Damien saurait. Il lirait mes mots. Il comprendrait pourquoi. Ou du moins, j'espérais qu'il comprendrait. Quand tout a été signé, certifié, officialisé. Je suis sorti du cabinet. L'air frais de Marseille m'a frappé. Le soleil brillait. C'était étrange. Comme si le monde continuait. Comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas juste déshérité mon propre fils. Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé les gens passer. Des familles, des couples, des enfants qui riaient, des vies qui continuaient. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de notes. Et j'ai commencé à écrire. La lettre. La lettre que Damien recevrait un jour. La lettre qui devait tout expliquer, tout dire, sans colère, sans haine, juste avec honnêteté, avec amour aussi, parce que malgré tout, je l'aimais encore. Peut-être que je l'aimerais toujours, c'était mon fils. On ne cesse pas d'aimer son enfant, même quand il vous fait du mal, même quand il vous trahit. Mon fils, j'ai commencé. Mes doigts tremblaient sur l'écran. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. C'est que ma vie s'est terminée. Et avec elle, notre histoire, notre relation, ou ce qu'il en restait. Les mots coulaient, maintenant, comme les larmes que j'avais versées, comme la pluie qui tombait ce jour-là, ce jour où tout avait basculé. Je veux que tu saches que je t'ai pardonné. Pardonné pour ce que tu as essayé de me faire. Pardonné pour cette trahison. Pardonné pour toutes ces années d'absence, parce qu'un cœur de mère ne sait pas faire autrement, parce que l'amour maternel est inconditionnel, même quand il ne devrait pas l'être. J'ai fait une pause. J'ai regardé le ciel, j'ai respiré profondément. Mais pardonne ne veut pas dire oublie, ne veut pas dire que tout peut redevenir comme avant. Ce que tu as fait ce jour-là m'a changé,
m'a brisé d'une manière que je ne pensais pas possible. J'ai perdu quelque chose ce jour-là. Pas l'argent. Non, j'ai perdu l'illusion. L'illusion que j'avais encore un fils. L'illusion que tu m'aimais, que tu te souciais de moi. Les mots étaient durs, mais vrais, tellement vrais. Tu as choisi l'argent, tu as choisi de me droguer, de profiter de ma vulnérabilité, de ma confiance, de mon amour, et ce choix a des conséquences que tu dois accepter maintenant. J'ai continué d'écrire, page après page, tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que je n'avais jamais pu lui dire. Tu ne recevras rien de moi, rien de l'héritage, rien de ce que ton père et moi avons construit. Tout ira à ta sœur, à Juliette, celle qui ne m'a jamais abandonnée, celle qui m'appelait tous les jours, celle qui m'aimait vraiment. Je savais que ces mots feraient mal, qu'ils creuseraient encore plus la blessure. Mais c'était nécessaire. Il devait comprendre. Il devait savoir pourquoi. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la protection. Protection contre toi, contre ce que tu es devenu, contre ce que tu pourrais encore faire. Je ne peux plus te faire confiance, et sans confiance, il n'y a rien. J'ai arrêté d'écrire un moment. J'ai regardé autour de moi. Les gens continuaient de passer, de vivre leur vie, inconscients de mon drame, de ma douleur. J'aurais aimé que les choses soient différentes. J'aurais aimé que tu sois là pour moi, que tu sois le fils dont j'avais besoin, que tu sois présent, aimant, attentionné. Mais tu ne l'étais pas, et maintenant, il est trop tard. Les larmes coulaient, maintenant. Silencieuses, je les laissais couler, sans les essuyer. Je vais partir bientôt, partir vivre au Japon, avec Juliette, là où je suis aimée, là où je suis en sécurité, là où je peux enfin respirer. Cette décision, je l'avais prise il y a quelques jours, en parlant avec Juliette. Elle m'avait proposé de venir vivre avec elle. Viens maman, viens au Japon, tu seras en sécurité ici, avec moi. On prendra soin de toi. Et j'avais dit oui, parce que rester ici, dans cette maison, dans cette ville, c'était rester dans la peur, dans la solitude, dans les souvenirs douloureux. Je vais vendre la maison, notre maison, celle où tu as grandi, celle où nous avons été une famille, parce que je ne peux plus y vivre, parce que chaque coin me rappelle ce qui s'est passé, chaque objet me rappelle ta trahison. J'ai terminé la lettre, les derniers mots, les plus importants. Prends soin de toi, Damien. Trouve ton chemin, trouve la paix, trouve le pardon, pas le mien, le tien. Pardonne-toi pour ce que tu as fait et essaie d'être meilleur. Pour toi, pas pour moi, je ne serai plus là, ta maman qui t'aimera toujours. Henriette. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Chaque mot pesait lourd. Chaque phrase était un adieu définitif à mon fils, à ce qu'il avait été, à ce qu'il aurait pu être. J'ai enregistré le texte. Je l'ai envoyé à Maître Durand par email. Voici la lettre dont nous avons parlé. Gardez-la précieusement. Elle devra lui être remise après ma mort. Pas avant. Jamais avant. Il m'a répondu rapidement. Reçu, Madame Perrin. Elle sera conservée en lieu sûr. Vous avez mon engagement. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai commencé à préparer mon départ, à trier mes affaires, à décider ce que j'emporterais au Japon et ce que je laisserais derrière. Chaque objet était un souvenir. Chaque photo racontait une histoire. Les bonnes années, quand Damien était petit, quand il riait, quand il me serrait dans ses bras, quand il m'appelait maman avec tendresse. Ces années-là me semblaient maintenant si lointaines, comme si elles appartenaient à une autre vie, à une autre famille. J'ai mis la maison en vente. Un agent immobilier est venu. Il a pris des photos, a vanté les qualités de la propriété. Belle maison, bien entretenue, elle se vendra rapidement. Et il avait raison. En 3 semaines, j'avais une offre, un jeune couple, avec 2 enfants. Ils aimaient la maison. Ils voyaient déjà leur vie dedans, leurs rires, leurs souvenirs, leur Noël. Je leur ai vendu, sans regret, ou presque. Juliette m'appelait tous les jours pour suivre les préparatifs. « Tu es sûre, maman ? Tu ne vas pas regretter ? » « Non, ma chérie, c'est ce que je dois faire. C'est ce que je veux faire. » Et c'était vrai. Rester ici,
c'était rester prisonnière. Prisonnière de la peur, prisonnière du passé, prisonnière de cette trahison qui me hantait. Partir, c'était me libérer, c'était choisir la vie, choisir l'amour, choisir ma fille qui m'avait toujours aimée. Un mois avant mon départ, j'ai reçu un autre message de Damien. « Maman, j'ai entendu dire que tu vendais la maison. C'est vrai? Tu pars où ?» Il avait appris, probablement par des voisins, par des connaissances. Marseille est une ville où tout se sait, où les nouvelles voyagent vite. J'ai hésité. Devais-je répondre? Devais-je lui dire? Finalement, j'ai décidé que oui, il méritait de savoir. Oui, je pars. Je vais vivre au Japon avec ta sœur. Sa réponse est arrivée quelques heures plus tard. Au Japon? Mais c'est loin, maman. Très loin. Je sais. C'est tout ce que j'ai répondu, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Est-ce que je peux te voir, avant que tu partes, s'il te plaît? Mon cœur s'est serré. Une partie de moi voulait dire oui, voulait le revoir une dernière fois, lui dire au revoir. Mais une autre partie, la partie rationnelle, la partie qui se protégeait, disait non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Damien. J'ai tapé lentement, chaque mot était difficile. Mais tu es ma mère, je ne te reverrai peut-être jamais. Je sais, mais c'est mieux comme ça. Pour toi, pour moi, pour nous deux. Il n'a pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré. Puis, finalement, un dernier message. D'accord, je comprends. Prends soin de toi, maman. Je t'aime. Même si tu ne me crois pas. Je t'aime. Ces 3 mots m'ont transpercé, parce que je voulais les croire. Je voulais croire qu'il m'aimait vraiment. Mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans respect n'est rien. L'amour sans confiance est vide. Et après ce qu'il avait fait, il n'y avait plus ni respect, ni confiance. Je t'aime aussi. Damien, à ma façon. Mais je ne peux plus être ta mère, pas comme avant. C'était la dernière fois que nous nous parlions, la dernière conversation, le dernier échange. Et ça se terminait par des adieux numériques, froids, distants, comme tout le reste. Le jour du départ est arrivé trop vite et pas assez vite à la fois. J'avais 2 valises. C'était tout ce que j'emportais. Tout ce qui restait d'une vie entière. Le reste avait été vendu, donné, jeté. J'avais fait le tri, impitoyablement. Seuls les souvenirs essentiels avaient survécu. Les photos de Gaston, de Juliette, quelques objets précieux. Le reste n'avait plus d'importance. L'agent immobilier m'a accompagné pour la remise des clés. Le jeune couple était là, souriant, excité, prêt à commencer leur vie dans cette maison. Merci, Madame Perrin. Nous prendrons soin de votre maison. Ce n'est plus ma maison. C'est la vôtre maintenant. J'ai remis les clés, un geste si simple, si définitif. J'ai regardé la maison une dernière fois, les fenêtres, la porte, le petit jardin où Gaston aimait s'asseoir. Et j'ai tourné le dos, sans pleurer, sans regret. C'était fait. Le taxi m'attendait pour m'emmener à l'aéroport. J'ai posé mes valises dans le coffre. Je me suis installé à l'arrière. Le chauffeur a démarré. Marseille défilait par la fenêtre. Les rues que je connaissais par cœur. Les endroits où j'avais vécu tant d'années, tant de moments, heureux et malheureux. Tout se mélangeait maintenant. Tout s'éloignait. Vous allez où, madame? Le chauffeur essayait d'être aimable. Au Japon, rejoindre ma fille. C'est loin? Vous devez être contente. Oui, très contente. À l'aéroport, tout s'est passé rapidement. L'enregistrement, le contrôle de sécurité, l'attente dans le salon. J'ai appelé Juliette. Je suis à l'aéroport. Je décolle dans 2 heures. Oh maman, je suis tellement excitée. Je t'attends à Osaka. J'ai tout préparé. Ta chambre est prête. Tu vas adorer. Sa voix était pleine de joie, de vie. C'était exactement ce dont j'avais besoin. De la joie, de la vie, de l'amour. Le vol a été long. 13 heures pour traverser le monde, pour aller d'une vie à une autre. J'ai dormi un peu, regardé un film, mangé le repas servi. Tout semblait irréel, comme si j'étais dans un rêve. Ou peut-être était-ce ma vie d'avant qui était le rêve. Et maintenant, je me réveillais enfin. Quand l'avion a atterri à Osaka, j'ai senti quelque chose changer en moi, une légèreté, un soulagement. J'étais loin, loin de Marseille,
loin de la maison, loin de Damien, loin de tout ce qui m'avait fait mal. J'ai passé la douane, récupéré mes bagages, et quand je suis sortie dans le hall d'arrivée, je l'ai vue. Juliette, ma fille, avec un immense sourire, les bras ouverts. « Maman !» Je me suis précipitée vers elle. Nous nous sommes serrés fort, très fort, comme pour rattraper toutes ces années de distance, toutes ces étreintes manquées. Bienvenue au Japon, maman. Bienvenue à la maison. Les premiers jours au Japon ont été une révélation. Tout était différent. La langue, la culture, les habitudes. Mais Juliette était là pour me guider, pour me montrer ce nouveau monde, pour me tenir la main quand j'avais peur, quand je me sentais perdue. Elle m'a inscrite à des cours de japonais. « Tu vas voir, maman, c'est difficile au début, mais tu vas y arriver. » J'ai commencé lentement, maladroitement, mais chaque nouveau mot était une petite victoire. Chaque phrase complète était un pas vers l'avant. Nous habitions dans un petit appartement à Osaka, lumineux, chaleureux, avec une vue sur un parc où les arbres changèrent de couleur avec les saisons. C'était magnifique, apaisant, exactement ce dont j'avais besoin. Le matin, je prenais mon thé en regardant le parc. Le soir, Juliette rentrait du travail et nous dînions ensemble. Nous parlions de tout, de rien, de nos journées, de nos vies, de ce que nous aimions, de ce que nous rêvions. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seule. Je n'attendais plus qu'un téléphone sonne. Je ne regardais plus par la fenêtre en espérant voir quelqu'un arriver. J'étais là, présente, vivante, entourée d'amour. Juliette m'emmenait partout, visiter des temples, découvrir des restaurants, rencontrer ses amis. Elle me faisait une place dans son monde. Et ce monde était beau. Chaque jour était une découverte. Chaque sourire était un cadeau. Chaque moment partagé était une guérison. Damien. Je pensais encore à lui, parfois, surtout la nuit, quand tout était silencieux, quand les souvenirs remontaient, les bons souvenirs, ceux d'avant, quand il était petit, quand il me faisait des dessins à l'école, quand il me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Ces souvenirs me faisaient mal, parce qu'ils me rappelaient ce que j'avais perdu, ce que nous avions perdu, mais je ne regrettais pas ma décision. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai reçu un email de Maître Durand. « Madame Perrin, j'espère que vous vous installez bien au Japon. Je voulais vous informer que votre fils, Damien, a tenté de me contacter. Il voulait savoir s'il y avait eu des changements dans votre testament. Je ne lui ai évidemment rien dit. Mais je pense qu'il se doute de quelque chose. Que voulez-vous que je fasse s'il insiste ?» J'ai lu l'email plusieurs fois. Damien cherchait encore. Il voulait savoir. Probablement pas par amour, probablement par intérêt. « Merci de me tenir informé, Maître Durand, et merci de ne rien lui dire. Il saura tout en temps voulu. Continuez simplement à garder le testament et la lettre en lieu sûr. C'est tout ce que je vous demande. » J'ai répondu calmement, sans colère, sans émotion particulière. C'était étrange. Je ne ressentais plus cette douleur aiguë, cette trahison brûlante. Juste une sorte de tristesse douce, comme une cicatrice ancienne qui ne fait plus mal, mais qui reste là, pour toujours. Un matin de fin décembre, exactement 1 mois après mon arrivée, je me suis réveillée avec une sensation étrange, une sensation de légèreté, comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. J'ai ouvert les volets. Le ciel était clair. Le soleil brillait. Les arbres dans le parc étaient presque nus maintenant. Mais ils étaient beaux quand même, beaux dans leur nudité, dans leur simplicité, dans leur attente du printemps qui viendrait. Juliette était déjà partie travailler. Elle m'avait laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Bonjour maman, j'ai préparé ton petit déjeuner. Il y a des croissants frais dans le sac en papier. Je t'aime. À ce soir. » J'ai souri. Ma fille, ma merveilleuse fille, celle qui ne m'avait jamais abandonnée, celle qui m'avait sauvée. J'ai mangé lentement, en savourant chaque bouchée, en savourant cette vie nouvelle, cette chance inespérée. Après le petit déjeuner, je suis sortie me promener. C'était la première fois que je sortais seule depuis mon arrivée.
J'étais nerveuse, mais aussi excitée. Le quartier était calme, résidentiel, des maisons basses, des petits commerces, des gens qui marchaient tranquillement. J'ai marché sans but précis, juste pour marcher, pour sentir l'air frais sur mon visage, pour entendre les bruits de cette ville nouvelle. Ces bruits qui n'étaient pas les miens, mais qui commençaient à le devenir. Je suis passé devant un temple, petit, discret, presque caché entre deux bâtiments. Je suis entré. Il n'y avait personne, juste le silence. Un silence différent de celui de ma maison en France. Un silence habité, plein. J'ai allumé une bougie, pour Gaston, pour l'homme que j'avais aimé, pour toutes ces années ensemble, pour tout ce qu'il m'avait donné. J'ai fermé les yeux, et j'ai dit au revoir. Un dernier au revoir, parce qu'il était temps de lâcher prise, temps d'avancer vraiment. En rentrant à l'appartement, j'ai trouvé un message sur mon téléphone, de Damien. Maman, j'ai appris que tu es au Japon maintenant. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que je suis désolée, vraiment désolée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, je voulais juste que tu le saches. J'ai regardé le message longtemps, très longtemps, puis j'ai tapé une réponse. Je te pardonne, Damien, mais je ne peux pas oublier. Prends soin de toi, maman. C'était court, simple, mais c'était tout ce que je pouvais donner, tout ce qu'il me restait à donner. Le pardon, oui, parce qu'un cœur de mère ne sait pas faire autrement. Mais rien de plus. Plus de relations, plus de liens, plus de famille, juste ce pardon, et cette distance nécessaire. Il a répondu quelques minutes plus tard. Merci, maman. C'est plus que ce que je mérite. Et c'était vrai, c'était plus que ce qu'il méritait. Mais c'était ce que je choisissais de donner. Pour moi, pas pour lui, pour ma propre paix. Le soir, quand Juliette est rentrée, je lui ai raconté ma journée, ma promenade, le temple, le message de Damien. Elle m'a écouté attentivement, sans juger, sans conseiller, juste en étant là. Tu as fait ce qui était juste pour toi, maman. C'est tout ce qui compte. Elle avait raison. J'avais fait ce qui était juste pour moi, et pour la première fois depuis très longtemps. Je me sentais en accord avec moi-même, en accord avec mes choix, en paix. Ce soir-là, assise sur le petit balcon de notre appartement, avec ma tasse de thé Earl Grey, j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer une à une. Osaka s'éveillait pour la nuit. Et moi, Henriette Perrin, 70 ans, je commençais une nouvelle vie. Une vie sans peur, sans trahison, sans solitude. Une vie entourée d'amour. De celui qui compte vraiment. De celui qui ne trahit jamais. De celui de ma fille. La lettre pour Damien attendrait. Dans le coffre de Maître Durand. Elle attendrait le jour où je ne serais plus là. Ce jour viendrait. Un jour. Mais pas maintenant. Maintenant, j'étais vivante. Pleinement vivante. Et je comptais bien profiter de chaque instant. De chaque sourire. De chaque lever de soleil, de chaque tasse de thé partagée avec Juliette. Parce que la vie est courte et précieuse. Et je ne voulais plus en gaspiller une seule seconde. L'amour d'une mère ne meurt jamais. Même face à la trahison. Mais parfois, pour survivre, il faut accepter que cet amour ne suffit pas, que certaines distances sont nécessaires, que certains adieux sont définitifs. J'ai fait ce choix. Le choix de me protéger. Le choix de vivre. Et aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, je suis exactement là où je dois être, avec ma fille, dans cette ville étrangère qui devient doucement la mienne. Enfin, en paix.